Maintenant, nous allons entendre John Segerson, le directeur musical de l'Institut Schiller, le co-auteur du manuel qui a été fait par l'Institut Schiller. Il va parler de la puissance physique de la poésie classique et la musique classique. Bonjour. En réfléchissant à cette année de Beethoven et à la manière de saisir cette opportunité, je me suis rappelé des discussions, des débats que j'ai eus en 1972 et en 73, peu de temps après avoir rejoint le mouvement Larouche et après avoir assisté à une série de cours consacrés à 2 sujets. La musique classique d'un côté et de l'autre, la science économique que j'ai trouvée et qui répondait à mon obsession, à l'idée de progrès économique, en particulier en Afrique, 2 sujets dont mes professeurs d'université insistaient que ça n'avait rien à voir l'un avec l'autre. Je parlais à ce moment-là avec un étudiant à l'université de Columbia de composition musicale, un étudiant que j'essayais de recruter à l'idée que le monde serait un meilleur endroit si les compositeurs relevaient le défi que Beethoven avait lancé dans ses dernières œuvres, en particulier ses dernières quatuors à cordes. Pouvez-vous composer des œuvres comme Beethoven? Je lui ai demandé. Oui, 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 bien sûr, pas de problème, répondit-il un peu fanfaron. Eh bien alors, et j'ai insisté, pourquoi vous le faites pas carrément? À quoi il a répondu avec brio, parce que moi, j'ai choisi de pas le faire avant de déguerpir rapidement. Et c'est toujours le problème aujourd'hui. Ce défi, non seulement de transmettre les idées de Beethoven à travers une performance honnête, mais d'aller au-delà de Beethoven. Cette idée hante la civilisation humaine depuis la mort du compositeur en mars 1827. Très peu, peut-être Schumann, Brahms, ont accepté le défi, alors que de nombreux autres, comme Wagner et les romantiques, Stravinsky et les modernistes, sans parler des pourvoyeurs de divertissement populaire de masse, eux ont choisi de ne pas le faire. Choisi. Comment relever alors ce défi aujourd'hui? Certes, l'étude, le chant et le jeu de grands œuvres classiques sont essentiels à notre survie. Pourtant, nous ne pouvons pas tomber dans le piège où tombent tant d'artistes de croire que la maîtrise du style de la musique classique rend justice aux compositeurs ou à nous. La grande musique classique n'a jamais été une question de style, mais plutôt un désir inextinguible de transmettre des idées platoniciennes universelles, des principes universels concernant la vraie nature de l'homme, ce qui le distingue, l'homme, de toutes les autres créatures que nous avons connues jusqu'à présent au cours de notre voyage à travers l'espace-temps universel. Lino Larouche nous a jeté une bouée de sauvetage pour relever ce défi. Lorsqu'il a qualifié le lied classique, c'est-à-dire le chant classique, comme la pierre de Rosette de l'art. Il a dit que le chant de la chanter de la poésie est une source d'inspiration sans faille pour l'esprit qui compose. Toute la grande poésie classique, des hymnes védiques à Homère, à Dante, à Shakespeare, Schiller, Shelley et Poe, c'est tout cela, c'est de la poésie chantée. Et inversement, toute grande musique, qu'elle soit interprétée par des chanteurs, par des instruments ou par une combinaison des 2, doit être chantée et chantée avec beauté et grâce si elle veut avoir l'effet voulu pour élever et transformer les artistes et le public. La poésie, comme la musique, n'est jamais une question de style, une question d'intention. En particulier dans des temps troubles, les compositeurs ont repris les chansons et les poèmes de bardes inconnus du peuple, des soi-disant chansons populaires, folkloriques, comme moyen d'enrichir et d'anoblir la culture populaire, en élevant ces chansons de vie et d'amour au plus haut niveau moral et de perfection artistique. L'élévation du spiritual afro-américain
discuté par mes collègues ici est un exemple unique et précieux dans la culture américaine. De même, au cours du XIXe siècle, les chansons folkloriques de nombreuses cultures européennes ont été portées à un haut niveau de perfection par Beethoven lui-même, et en particulier par Johannes Brahms et Antonin Dvorak. En Chine, où il y a un riche trésor de chansons populaires, je crois que les compositeurs doivent encore accomplir cela au même niveau que disons Brahms. Mais je suis convaincu que si la Chine n'a pas n'est pas détruite par un conflit nucléaire, si désespérément espéré par les dinosaures du vieux système, cela ne tardera pas à venir. Et pourtant, dans notre culture occidentale d'aujourd'hui, la résonance de ces chansons de vie et d'amour parmi les grandes masses de notre population est estompée sous les assauts d'une culture pop, brutale, bestiale, rigide, largement centrée sur le sexe, à tel point que si vous demandez à un jeune Américain aujourd'hui s'il peut fredonner, une simple chanson folklorique qu'il a chantée depuis son enfance, il est fort probable qu'il restera silencieux, regardant, avec perplexité. Alors, la vraie composition classique, à l'image de Bach, Beethoven et Brahms, peut-elle être ravivée comme, face à cette brutalisation de la culture de notre peuple? Où les résonances de l'histoire ont été supplantées par la quête futile de l'ici et du maintenant? Je le crois, mais seulement si les poètes et les compositeurs acceptent de se soumettre à une lutte, non seulement pour créer de belles mélodies ou des juxtapositions musicales intelligentes, mais pour façonner délibérément l'effet physique voulu de leur propre création. Je veux maintenant, je vais illustrer ce que je veux dire par cela avec l'exemple de 2 bons musiciens qui étaient Max Planck et Albert Einstein. Mais quand mais qu'est-ce que j'entends par physique? Eh bien, je veux dire, de la même façon que Lino Larouche parle d'économie physique, quiconque connaît les discussions et les écrits de Larouche, et je vous invite d'en prendre connaissance, doit se rendre compte que par physique, il ne se réfère pas à des objets, qu'il s'agisse de morceaux d'équipement, des usines ou d'êtres humains, mais plutôt à des principes physiques universels validés que l'homme peut découvrir au moyen d'actes créatifs pour le bien de l'existence future de l'humanité et pour le bonheur accru de l'univers lui-même. Les musiciens Planck et Einstein, bien sûr, étaient également des physiciens, théoriciens doués. Fruit de leur lutte, ils ont découvert la nature quantique de l'énergie électromagnétique. Une découverte qui a conduit directement à notre maîtrise encore très partielle de l'énergie nucléaire. Et veuillez me pardonner si je saute sur, certains détails techniques, détails importants certes. Max Planck a grandi en Allemagne au cours de la seconde moitié du XIXe siècle. Lorsqu'il a annoncé à ses amis qu'il allait devenir physicien au lieu de pianiste et compositeur, certains de ses proches lui ont dit qu'il perdait son temps, car toutes les lois fondamentales de la matière, discrète d'un côté et de l'énergie électromagnétique étaient déjà parfaitement connues et déjà découvertes. Néanmoins, un problème qui continuait à troubler les physiciens était le soi-disant problème du corps noir. Bien, le défi était de déterminer la distribution de la puissance et des fréquences de substances, en particulier des métaux, qui, lorsqu'ils deviennent plus chauds, émettent de la lumière à différentes fréquences, d'abord dans les fréquences rouges inférieures, comme vous le voyez quand un morceau de métal commence à luire en rouge, puis à mesure que la température augmente, se dirige vers le blanc, et le soi-disant corps noir était un dispositif pour tester cela avec une grande précision. Le problème pratique était que personne n'avait pu élaborer une formule de répartition des fréquences. Cela était devenu une urgence pour la production industrielle, car la fabrication d'ampoules électriques fiables nécessitait un tel calcul, et en effet, la firme électrique Siemens a financé une institution entière à Berlin pour résoudre ce problème. Après avoir de nombreux autres échoué, Planck, qui était à Berlin,
décide de reprendre ces questions et réussit à élaborer une équation mathématique qui semblait tenir compte dans les distributions exactes de l'énergie. Cependant, et c'est la caractéristique cruciale de son intégrité, et il reste insatisfait de sa propre équation et il a même refusé de la présenter à ses collègues, car il n'avait pas encore découvert son sens pleinement physique. Qu'est-ce qui faisait que ça marchait de cette façon et pas d'une autre? S'est-il demandé. Ainsi, il a été confronté au même type, exactement au même type de défi auquel était confronté Kepler, qui a qui avait étudié les épicycles et les orbites circulaires de Ptolémée et de Copernic et de Tycho Brahe, et qui avait conclu que, si précis que puissent paraître ces modèles, ils ne pouvaient pas être valides car ils ne faisaient que décrire un phénomène naturel sans se soucier d'en connaître la cause physique. Planck s'est donc embarqué dans une entreprise difficile qui a fini par remettre en question ses a priori et ses convictions axiométiques sur l'existence d'une parfaite continuité dans la nature. Car comment la lumière, par exemple, pourrait-elle être autre chose qu'une onde continue? Comment la création de Dieu pourrait-elle être simplement la somme d'une myriade de petites parties? En cela, Planck était constamment en désaccord avec des réductionnistes moralement compromis tels que Boltzmann et Ernst Mach, qui soutenaient que les scientifiques devraient abandonner tout effort pour réellement comprendre la causalité de phénomènes complexes tels que le comportement des gaz et et se contenter d'une simple probabilité statistique pour comprendre qu'un phénomène donné se présente de cette façon et non d'une autre. Mais après avoir essayé toutes sortes d'expériences sur le corps noir, et n'ayant pas trouvé de cause, Planck, qu'il a lui-même décrit comme un acte de désespoir, a émis l'hypothèse d'un modèle qui impliquait une myriade de petits espèces de ressorts rebondissant de l'intérieur du corps noir, émettant de la lumière à des fréquences qui étaient toutes des incréments entiers d'une valeur constante extrêmement minuscule, ce qui plus tard est devenu connu comme le quantum d'action de Max Planck. Max Planck a découvert une véritable cause physique au prix de l'abandon de ses propres convictions et de son propre axiome le plus cher. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Planck avait saisi un nouveau principe, mais de manière incomplète. S'accrochant à sa conviction que la lumière elle-même était continue, ça il pensait que c'était seulement, l'interaction de la lumière avec les minuscules récepteurs du corps noir qui provoquait l'effet quantique. Son article annonçant sa découverte est alors tombé entre les mains d'un jeune, fonctionnaire de brevet de troisième classe en Suisse nommé Albert Einstein, qui en effet a déclaré: «Attendez une manite, et si la lumière elle-même était quantique? Et si la nature ondulatoire de la lumière se concilie finalement avec sa nature quantique selon un principe supérieur?» Comme on dit, le reste appartient à l'histoire. Vous pouvez aller l'étudier vous-même. Mais depuis lors, jusqu'au jour de sa mort, Einstein n'a jamais abandonné sa quête de ce principe supérieur, résistant à tous les efforts des disciples de Mach, des gens comme Heisenberg, qui voulaient réduire la physique quantique à un jeu statistique qui semble fonctionner, et qui n'ont pas choisi d'enquêter sur les causes. Et Einstein avait répliqué à ses camarades, d'alors: «Les enfants, Dieu ne joue pas aux dés». Mais revenons maintenant à la musique et à la poésie. Je voudrais citer un autre bon musicien, à savoir Lino Larouche lui-même. En janvier 93, moi, ma femme Renée et Mindy Petchenik ont visité Lino Larouche, qui était à l'époque en prison au Minnesota. Pendant un cer On s'est vus pendant plusieurs heures et nous avons discuté de quantité de questions musicales dans le contexte parfois bruyant de la salle de visite de la prison. À partir de l'enregistrement transcrit, nous nous prévoyons de publier un jour. Permettez-moi de vous lire ce qui suit. Alors, et
pour vous donner une idée. Larouche disait: «Les équivalences de la musique ne sont pas ordinales, elles ne sont pas quantitatives, elles ne sont pas quantitatives, par exemple, elles existent sous la forme d'analysus situs». Et la clé de tout cela, c'est 2 choses. D'abord, le domaine musical est un champ quantique. Les notes existent et l'espace est keplérien. Parce que vous avez les notes, elles existent à certains endroits. Il y a certains harmoniques qui existent, elles sont ordonnées et peu importe les notes que vous jouez, la suivante sera là. Elle sera toujours là. Vous pouvez modifier votre séquence autant que vous le souhaitez, mais la suivante sera toujours là. Tout est prédéterminé pour vous et cela n'est pas modifiable et une approximation de la note, uniquement dans la mesure où vous ne trichez pas, est la note. La note chantée ou jouée, ce n'est pas la note, c'est la mère approximation de la note. Le ton est absolu et l'interprète ne fait que s'approcher de cela et s'il ne se rapproche pas assez bien de cela, nous sommes mécontents. On n'est pas content, mais c'est l'analysis situs. Premièrement, l'essentiel est la note. En deuxième vient le registre des voix, ce qu'on appelle registration en anglais. C'est le sujet du manuel que John a coécrit. Ça vient en plusieurs variétés. Ça vient dans des couleurs instrumentales de toutes sortes, où le terme générique de couleur est parfois utilisé. Vous avez plusieurs types de couleurs. Vous pouvez créer des instruments qui peuvent avoir des couleurs qui ne sont pas celles des couleurs de la voix humaine, mais ils deviennent une dimensionnalité de la couleur et c'est précis, c'est déterminé. Vous faites une corde, de tel ou tel type, vous avez une couleur. Vous pouvez la modifier, mais elle est là. Ça va vous hanter et vous ne vous en sortirez pas. Vous devez passer à une autre type de corde, en métal ou en buyot, pour accorder à une autre partie de votre couleur. Et maintenant, j'espère que vous aurez la patience de me suivre parce que je citerai ce passage de l'introduction d'Einstein dans le livre de Planck de 1932, Où va la science? Et j'espère que les musiciens comprendront. Citation, ouvre la citation, les guillemets. La tâche, Einstein qui parle, la tâche suprême du physicien est la découverte des lois élémentaires les plus générales dont l'image du monde peut être déduite logiquement. Mais il n'y a aucun moyen logique de découvrir ces lois élémentaires. Il n'y a que la voie de l'intuition, qui est aidée par un sentiment d'ordre qui se cache derrière l'apparence, et cette Einfühlung se développe par l'expérience. Et ce terme Einfühlung, ça veut dire en gros l'empathie, qui correspond aussi avec l'approximation du terme d'anglais, le terme de Schiller, Empfindung. Einstein continue, citation: «Dans chaque avancée importante, le physicien constate que les lois fondamentales sont de plus en plus simplifiées à mesure que la recherche expérimentale progresse. Il est étonné de constater à quel point un ordre sublime émerge de ce qui semble être le chaos. Et cela ne peut pas être retracé au fonctionnement de son propre esprit, mais est dû à une qualité inhérente au monde de la perception. Leibniz a bien exprimé cette qualité en la qualifiant d'harmonie préétablie. Les physiciens reprochent parfois aux philosophes qui s'occupent des théories de la connaissance le fait que ces derniers n'apprécient pas pleinement ce fait. Et je pense que c'était à la base de la controverse qui a opposé il y a quelques années Ernst Mach et Max Planck. Planck a probablement estimé que Mach n'appréciait pas pleinement le désir du physicien de percevoir cette harmonie préétablie. Ce désir a été la source inépuisable de cette patience, de cette persévérance avec lesquelles nous avons vu Planck se consacrer aux questions les plus ordinaires soulevées en relation avec la science physique, alors qu'il aurait pu être tenté par d'autres voies conduisant à des résultats plus attrayants. Et souvent entendu dire que ses collègues avaient l'habitude
d'attribuer à cette attitude, à ces extraordinaires dons personnels d'énergie et de discipline. Je crois qu'ils ont tort. L'état d'esprit qui crée ici la force motrice ressemble à celui du fidèle ou de l'amoureux. L'effort soutenu pendant une longue période n'est inspiré par aucun plan ni objectif défini. Son inspiration provient d'une faim de l'âme. Je suis sûr que Max Planck se moquerait de ma façon enfantine de tâtonner avec la lanterne de Diogène. Bien, pourquoi devrais-moi je parler de sa grandeur? Il n'a besoin d'aucune confirmation dérisoire de ma part. Son travail a donné l'une des impulsions les plus puissantes au progrès de la science. Ses idées seront efficaces tant que dureront les sciences physiques. Fin de citation de Einstein. Alors, quelle est la leçon à tirer ici? À ce titre, je lance aujourd'hui le défi suivant aux poètes et compositeurs, en particulier aux jeunes poètes et jeunes compositeurs qui peuvent également travailler dans un domaine scientifique. Poètes et compositeurs, vous savez qui vous êtes, parce que si vous devez demander, vous n'en êtes probablement pas un, ou du moins pas encore. Relevez le défi qui vous est présenté non seulement par Planck et Einstein, mais par Larouche et par les orateurs de cette conférence pour consacrer votre vie à changer vos propres axiomes si besoin est, même les plus chers, si vous constatez que ces axiomes vous empêchent de découvrir un moyen de façonner vos compositions pour devenir une cause physique dans l'univers. Êtes-vous, par exemple, certain que ce que vous avez créé inspirera en fait une action qui se traduira par une augmentation du taux de croissance du potentiel de densité démographique relative de l'humanité, ou plus simplement, en s'inspirant de Friedrich Schiller, les personnes qui vous ont entendu deviendront-elles meilleures grâce à votre travail? Tel est le véritable contenu de cette faim de l'âme dans les mots d'Einstein ou dans les mots de saint Paul aux Corinthiens, l'amour, l'agapé. Ne vous contentez pas de choses jolies, agréables, enfantines. Engagez-vous dans cette lutte nécessaire et toute l'humanité vous sera éternellement reconnaissante. Comme disait le poète Percy B. Shelley, chanté dans son Alouette, Henri Hart avant et après, et rechignant pour ce qui n'est pas, nos rires les plus sincères sont obtenus avec une certaine douleur. Nos chansons les plus douces sont celles qui racontent les pensées les plus tristes. Pourtant, si nous pouvions mépriser la haine, l'orgueil et la peur, si nous étions des choses nées pour ne verser une larme, je ne sais pas comment ta joie devrait nous approcher. Mieux que toutes les mesures, merci beaucoup.